Bienvenue tout le monde à cette séance d'aujourd'hui. Covid, vaccination, capacité mondiale, concentrée sur la participation du secteur privé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour ceux qui souhaitent profiter du service de d'interprétation que nous avons, le français et l'anglais sont disponibles. Vous pouvez avoir accès à ceci avec un clic sur le petit globe qui se trouve en bas de page de votre écran pour avoir accès au français, à l'anglais ou à l'espagnol. Et si vous souhaitez seulement entendre l'interprétation, cliquez sur Mute, silencier le langage source qui est anglais. Nous attendons vos questions et commentaires avec impatience sur le sujet d'aujourd'hui avec la participation du secteur privé. Veuillez placer ceci dans la section QA à côté du bouton interprétation et nous allons faire un suivi de cette fonction avec l'espoir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Si nous ne pouvons pas répondre à ces questions en direct, nous essaierons d'y répondre par écrit pour vous répondre par écrit aussi. Si vous avez des questions de logistique ou d'informatique ou sur le certificat de participation, veuillez mettre ceci dans la section chat et nous essaierons de vous aider au mieux possible. Cette séance est enregistrée, tout comme les autres séances de cette série, et votre participation est un accord à être enregistrée. Il y aura un enregistrement en français, en espagnol et en anglais, et nous partagerons un lien dans le chat au site web. Ceci se retrouvera à la fin pour que vous puissiez avoir accès à la répétition de cette séance. Les certificats de participation seront disponibles avec l'Université du Nouveau-Mexique où le projet ECHO est basé et nous vous ferons savoir quel est le lien à la fin de cette séance via la fonction chat. Vous devrez remplir un questionnaire très bref et ce questionnaire nous aidera à planifier pour les séances futures. Juste pour que vous sachiez, la question des données, nous prenons ceci très au sérieux et vos données individuelles seront toujours masquées et gardées confidentielles. Les données qui sont partagées avec l'OMS sont complètement désidentifiées et masquées. Comme rappel, cette série interactive d'apprentissage est basée sur des séries en ligne, COVID, vaccin 19, formation de l'OMS qui est concentrée sur les travailleurs du secteur de la santé soignant et l'autre qui est en rapport, et c'est celle d'aujourd'hui, avec les points de concentration nationaux et sous-nationaux. Diapositive suivante. Sur ce, je passe la parole à Charline Lessa, qui va être notre modératrice d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bienvenue à tous nos participants. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Quelques annonces avant de commencer. Tout d'abord, il y a quelques actualisations et mises à jour sur des sujets spécifiques disponibles avec le site web OMS, spécifiquement pour les vaccins Janssen, ainsi qu'un vidéo sur comment identifier et gérer l'anaphylaxis et également une explication du vaccin AstraZeneca. Notre outil CVIC a été actualisé. Nous avons également des lignes d'orientation Sage OMS. Il y a une ressource de communication qui a été actualisée, qui est un diagramme de communication pour inclure les messages pour les femmes qui sont enceintes. Pour tous ceux qui sont disponibles le 25 mai, nous aurons avec ces partenaires une série Boost et vous pouvez vous inscrire sur ce lien. Quel est l'ordre du jour pour cette séance? Tout d'abord, nous allons voir ce qu'il se passe au niveau de la participation du secteur privé pour la distribution des vaccins COVID-19. Nous aurons ensuite un panel, un groupe de présentateurs
Et nous verrons ensuite sur ce qui se présente pour le reste de nos séries et nous passerons à une foire aux questions de la part de nos participants et du public. Si vous avez des questions, veuillez les mettre dans la case Q&A. Quels sont les objectifs du jour? Eh bien, donner une vue des avantages et des défis de la participation du secteur privé dans la vaccination COVID-19. Les objectifs d'aujourd'hui sont souligner l'importance d'une gouvernance efficace sur le secteur privé pour aller au-delà des goulots de bouteille et maximiser les chances d'une distribution équitable et rapide de COVID-19 vaccin COVID-19. Ensuite, partager les expériences des pays qui sont en participation avec leur secteur privé et aussi informer le public sur le travail qui est fait par le MES et ses partenaires pour avoir accès à ces vaccins COVID-19. Sur ce, je vais passer la parole à David Clark pour notre première partie de cette séance. David? Merci, Shalini. Je m'appelle David Clark. Je travaille avec le département des finances de l'OMS avec mes collègues et confrères. Nous sommes en train de travailler sur la participation du secteur privé. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit d'aider les pays à exercer une gouvernance efficace sur tout leur système sanitaire et de santé, et particulièrement la gouvernance. Et nous allons voir ce qui se passe avec le secteur privé en expliquant l'importance du secteur dans la distribution du vaccin COVID-19. Le secteur privé doit soutenir les pays avec les problèmes de gouvernance. C'est concentré sur un rapport qui a été produit à la fin de l'année 2019 par un groupe d'experts qui regardait comment l'OMS pouvait mieux soutenir les États membres avec une participation du secteur privé dans une série d'activités qui sont concentrées initialement sur la livraison et l'efficacité dans le transport, mais maintenant concentrer davantage sur l'avenir dont nous pourrons travailler avec le secteur privé pour multiplier les ressources nécessaires en réponse à la crise COVID-19. Les experts ont un travail qui peut être retrouvé sur le site de l'OMS et il est concentré sur les États membres qui peuvent avoir 6 comportements de gouvernance qui sont sur cette diapositive en bleu. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ceci aujourd'hui, mais nous sommes très heureux de partager cette information au sujet du rapport et des comportements. Et ceci est disponible sur le site de l'OMS. Nous vous enverrons un lien très bientôt pour que vous puissiez y avoir accès. Avec COVID-19, on a commencé à travailler sur cette situation dès que la pandémie a commencé et nous avons trouvé comme partie de notre travail que la pandémie a véritablement présenté des tas de défis de gouvernance, en particulier pour les pays qui essayaient de travailler avec le secteur privé comme partie de leur réponse pour l'accès au traitement pour les patients avec COVID, pour aider avec le test et le suivi. Mais beaucoup de pays ont eu des défis parce que historiquement, ils n'ont pas travaillé avec le secteur privé, particulièrement dans le secteur des vaccins. Il y a donc beaucoup de défis pour les pays qui ne savaient pas comment faire les choses et que faire. Nous pensons qu'une partie de notre travail dans cette situation de pandémie est une opportunité, car ça crée une opportunité pour que nous puissions créer de nouvelles méthodes de travail avec le secteur privé pour que la gouvernance puisse gérer tout le système de santé de manière efficace. En termes de secteur privé et vaccin COVID-19, et clairement, il y a des défis dans des pays, surtout à bas revenus, pour avoir ces vaccins et les distribuer à la population. Une partie de notre travail en ligne avec les recommandations faites par le directeur général et en ligne avec les documents clés sur les vaccins. Nous conseillons les gouvernements à avoir leur gouvernance et une vision d'ensemble, ce qui veut dire qu'il faut impliquer toutes les agences de gouvernement
et que le secteur privé participe, que ce soit le secteur privé avec idée de bénéfices ou des ASBL. Et nous devons faire en sorte que le secteur privé respecte les principes d'équité et d'efficacité. Ce que nous essayons d'accomplir, c'est un soutien des gouvernements pour soutenir eux-mêmes le secteur privé pour avoir des réponses qui soient efficaces. En termes de participation du secteur privé, il y a des opportunités et des avantages, mais il y a également des défis significatifs. En termes de bénéfices et opportunités au niveau de ce qui est la multiplication de la distribution des vaccins dans le monde, il faut que nous soyons certains que les gouvernements aient accès à toutes les ressources. Les secteurs privés peuvent être une ressource importante pour cette capacité. Dès la chaîne d'approvisionnement pour l'immunisation, il peut y avoir un meilleur accès à des zones spécifiques, réduire les coûts parce que le secteur privé peut être plus efficace et déployer une meilleure expertise ou des solutions qui soient efficaces pour les coûts, également pour aider à sécuriser les chaînes d'approvisionnement des vaccins et réduire les problèmes de rupture de stock, introduire de nouveaux vaccins, particulièrement avec les pays aux revenus moyens et garantir l'accès à des vaccins plus rares. Ceci dit, nous savons qu'il y a des défis sérieux. Tout d'abord, il n'y a pas beaucoup d'études sur l'impact du secteur privé dans la participation à la vaccination. Parfois, nous sommes inquiets par une baisse de qualité des services d'immunisation à cause d'un personnel insuffisamment formé. Nous devons donc maintenir un niveau de qualité lorsque nous travaillons avec le secteur privé. Nous savons qu'il y a également des problèmes de réglementation. Nous savons qu'il y a des pays qui sont soit disposés à faire en sorte que le secteur privé fasse payer des quantités excessives pour leur participation. Il y a également un conflit parfois avec les objectifs publics et il y a souvent dans les pays une participation directe des secteurs privés à l'heure de distribuer les vaccins. Il y a également une participation publique-privée limitée par manque de communication ou mauvais contrôle des difficultés pour essayer de déterminer les rôles et responsabilités. Qu'est-ce que nous faisons en tant que partenaire? Nous travaillons avec une série de partenaires, y compris USAID, qui sont en conseil avec l'analyse des projets. Nous sommes sur le point de développer des règles de politique et d'orientation avec planification, sécurité dans la distribution du vaccin, coordination, financement, communication, génération de la demande, etc. Nous faisons également une collecte et une analyse des expériences dans les différents pays pour comprendre ce qu'il se passe et retenir les leçons intéressantes au niveau des partenariats qui ont été des histoires à succès et aider à tous les pays à ce que tous les pays aient une réponse améliorée. Et finalement, nous essayons de faire grandir notre base de connaissances et de données pour que ceci serve de leçon, non seulement pour COVID-19, mais des expériences futures. Et vous verrez en bas de page un lien sur ce site web où toute cette information est disponible. Je crois que c'est important, c'est que nous entendons parler des pays. Nous avons un énorme plaisir d'écouter nos confrères et collègues du Liban et de l'Afrique du Sud aujourd'hui sur cette présentation pour partager leurs pensées et expériences sur la participation du secteur privé dans la distribution des vaccins COVID-19. Merci. Eh bien, David, merci pour cette présentation.
Commençons par présenter nos deux panélistes. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir le docteur Lizzie Benford. Elle est d'Afrique du Sud et elle travaille avec le département de la santé d'Afrique du Sud comme responsable du département de la santé. Et nous avons le docteur Abdullah Rahman Bezri du Liban, qui est président du comité de conseil national COVID-19. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici les questions pour les panélistes. 4 questions qui seront celles dont ils parleront. En commençant avec le docteur Banford. Première question. Comment est-ce que le Liban et l'Afrique du Sud dans votre cas, fait en sorte que leur secteur privé participe dans 5 COVID-19? Oui, je pourrais parler plus fort. Je vais commencer avec Leslie, Dr. Benford. Oui, bonjour et bonjour, bon après-midi, en fait, à tous les participants et personnes présentes. En termes de la manière dont nous avons participé ou collaboré avec le secteur privé en Afrique du Sud, je dois dire qu'en Afrique du Sud, nous avons eu 85% de personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé, ce qui veut dire que le secteur privé donne en général des services de santé à 15% de notre population. Nous avons un éventail de mécanismes par lesquels le secteur privé participe. Tout d'abord, au niveau de financement, la plupart des personnes qui ont accès au secteur privé ont des assurances pour la santé en Afrique du Sud qui s'appellent en fait aides cliniques qui sont financées via le système médical. Il y a également toute une série d'hôpitaux privés qui sont parfois indépendants ou qui font partie de groupes hospitaliers, des cliniques privées, tout un éventail de professionnels, y compris les spécialistes, les généralistes et toute une série de personnels soignants. Et nous avons un grand réseau de pharmacies privées qui ne donnent pas vraiment des services de santé, même s'il y a certains services de soins de santé, particulièrement les immunisations. Il s'agit de chaînes parfois importantes ou même de pharmacies indépendantes et plus localisées. Et pour le secteur privé, il y a aussi des services de soins de santé avec les travailleurs. Il y a dans ce contexte un secteur privé très diversifié en Afrique du Sud et un des défis auxquels nous devons faire, c'est de faire participer tous ces différents éléments du secteur privé. Sur ce, en Afrique du Sud, nous avons essayé de mettre en place une série de principes. Et le premier principe est autour de la gouvernance avec un processus sud-africain qui est mené par le gouvernement et qui fait participer le secteur privé et public. Je pense que c'est un principe qui est très important. Nous nous sommes engagés à travailler avec le secteur privé, mais tout ceci est très positionné en termes de processus qui est mené par le gouvernement. Nous avons également essayé de positionner ceci comme faisant partie de la couverture, l'assurance universelle. L'Afrique du Sud veut faire en sorte que le secteur privé et public
puisse donner des soins de santé pour tous les Sud-Africains. Et encore une fois, il s'agit de faire en sorte que ce soit inclus dans la couverture ou l'assurance de soins de santé universels. Le troisième principe vient et découle de ces deux premiers principes, en ce sens que nous avons un seul système d'information numérique que nous appelons le système d'information de vaccins électronique. Ce qui veut dire que toute personne vaccinée ou qui souhaite être vaccinée doit nécessairement être inscrite sur ce système et le vaccin doit être enregistré sur ce système, indépendamment du fait qu'il soit vacciné dans le secteur privé ou secteur public. Le vaccin sera enregistré et renseigné dans cette base de données. Dans la pratique, pour l'Afrique du Sud, nous avons eu des débats sur la distribution du vaccin. Nous avons décidé de faire ça en 3 phases. Tout d'abord, vacciner le personnel soignant avec un demi-million de personnes. La phase 2 a commencé hier et nous sommes en train de viser les personnes au-dessus de 60 ans, plus âgées de 60 ans. Perte de son. L'interprétation ne peut continuer à cause de la perte de son de source. L'interprétation interrompue à cause de la perte de son. Alors qu'on continue avec la distribution des vaccins, on a commencé avec un nombre réduit de sites. À la fin de la semaine, nous devrions plus de 120 points de vaccination publique et un chiffre un peu plus réduit pour les sites privés. Pour ce qui est du financement, comme je l'ai mentionné, le gouvernement mène la charge sur la distribution du vaccin et a fait ses achats. Nous avons eu une ligne d'achat de vaccins qui permet de distribuer les vaccins pour toute la population visée, qui est la population au-dessus de 18 ans. Nous allons recevoir davantage de volume de vaccins au cours de la deuxième moitié de l'année. Le gouvernement est donc responsable pour l'achat de tous les vaccins, mais nous allons vendre ceci au secteur privé. Et lorsque les sites du secteur privé peuvent indiquer qu'ils ont les personnes qui sont enregistrées ou renseignées et qu'elles pourront être vaccinées, les vaccins seront donnés à ces sites, achetés par ces sites pour qu'ils soient administrés aux patients. Car les patients assurés ont l'assurance maladie et que le vaccin COVID a été déterminé comme un vaccin nécessaire, ce vaccin devra être distribué à tout le monde. En première instance, on m'a garanti que les gens seront vaccinés sans aucun coût, les coûts étant amortis par le gouvernement. En passant sur le moment où nous aurons de larges volumes de vaccins pour être administrés, nous pensons que nous pourrons utiliser la capacité du secteur privé pour participer à cet effort de vaccination de la population non couverte par l'assurance. Et nous avons un mécanisme pour ceci. Si un patient sans couverture d'assurance maladie a été assigné au secteur privé ou au centre de santé, de soins de santé privés, cette personne devrait être vaccinée là et une note de crédit sera donnée pour cette
ce centre et pourra être inclus dans la facture d'achat. C'est un mécanisme un peu compliqué, je ne veux pas passer trop de temps, mais en résumé, c'est comment nous avons travaillé avec le secteur privé en Afrique du Sud. Merci, docteur Bamford. On comprend le contexte pour cette participation du secteur privé. Il semble que l'Afrique du Sud est en train d'obtenir la participation du secteur privé. Est-ce que je peux demander comment le Liban fait pour travailler avec le secteur privé à l'heure de la distribution du vaccin COVID-19? Eh bien, bonsoir tout le monde et merci pour cette invitation. Et je peux peut-être répondre à la première question ou est-ce que je réponds à toutes les questions? Je vais peut-être commencer par dire que le partenariat public-privé au Liban est un peu différent parce que nous avons un système de santé privé très solide au Liban et particulièrement pour la vaccination. Un bon exemple du partenariat privé-public. Je suis professeur à l'université américaine de Beyrouth et je fais partie de l'équipe de vaccination COVID. Et je peux vous dire que la plupart des personnes qui participent sont des volontaires, des universités, des sociétés civiles et également euh, les fonctionnaires. Nous ne faisons pas partie du gouvernement, mais nous conseillons et nous soutenons le gouvernement dans la distribution du vaccin. Et ceci est pour toute la vaccination, polio, pneumococcal. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire que nous faisons ceci depuis plusieurs années. Et au Liban, nous avons un système hybride qui est similaire à celui de l'Afrique du Sud, où 20 ou 30% des personnes reçoivent des fonds publics et de l'autre côté, 70% vont au secteur privé pour des hospitalisations. C'est donc pourquoi, lorsque la pandémie COVID-19 a été déclarée, notre première réponse a été de renforcer la solidité des hôpitaux de la santé publique. Et c'est pourquoi il y a eu un impact important de l'aide internationale parce qu'on a fait un effort avec le système de santé publique et la population a ressenti cela directement et nous avons 180 hôpitaux majeurs, mais seulement 30 sont publics et 150 sont tout à fait privés. Et pour la plupart des hôpitaux universitaires, ce sont des hôpitaux qui appartiennent aux universités de manière privée. Lorsque la pandémie a commencé et nous avons déterminé le besoin d'une vaccination, tout le plan de vaccination a été mis en conjonction entre le ministère de la Santé, la communauté internationale et le secteur privé, en particulier académique. Et nous avons compris que pour pouvoir avoir l'immunité de santé, il fallait vacciner un nombre important de personnes. Au Liban, où les statistiques sont difficiles à obtenir, il est possible qu'on ait besoin de 12 millions de doses de vaccins. Le gouvernement, initialement, avait commandé des vaccins via COVAX, mais ensuite a réussi à réserver 6,5 millions de doses avec les grosses compagnies pharmaceutiques, mais 6 millions de doses sont encore nécessaires. Et l'idée de demander au gouvernement de payer davantage d'argent, étant donné les conditions désastreuses de Liban après la révolution de 2017 et l'effondrement du système financier, le pays est en état de banqueroute. Nous avons pensé qu'il était peut-être préférable de demander une initiative de solidarité, ce qui veut dire que nous demandons aux grandes compagnies et les personnes qui ont des ressources de participer à ce qui s'appelle une contribution sectaire, ce qui veut dire par exemple que lorsqu'il s'agit d'immuniser tous les employés et leurs familles, il fallait demander les transporteurs, comme par exemple la Middle East Airlines,
d'immuniser tous les employés et tous les employés de l'aviation civile et de l'aéroport international de Beyrouth. C'est ainsi que l'idée a été lancée et depuis lors, nous avons eu des listes de priorités qui commencent généralement avec l'âge, la profession et dans beaucoup de secteurs, dans les pays, la vaccination peut arriver plus tard que suffisamment tôt. Et il y avait donc une volonté de faire partie de ce mouvement de solidarité où nous pouvons véritablement obtenir les fonds pour directement communiquer via le gouvernement pour obtenir ces vaccins de la part des grosses compagnies pharmaceutiques. L'obstacle majeur à l'époque était de convaincre ces grosses compagnies pharmaceutiques de travailler directement avec le secteur privé. C'était un sujet tabou pour les grosses pharmaceutiques. On a donc suivi l'exemple des Philippines. Les Philippines, en fait, avec la communauté des entrepreneurs, a négocié directement pour avoir un accord avec le gouvernement et les grosses compagnies pharmaceutiques. Et c'est ainsi que nous avons commencé cette initiative. Cette initiative a progressé par après pour que tout ce qui devait être amené était amené via le ministère de la Santé. Mais le ministère de la Santé n'allait pas nécessairement payer pour les vaccins. Les secteurs qui souhaitaient immuniser tous leurs employés et leurs familles allaient payer via la Banque centrale au gouvernement et le gouvernement paierait les grosses compagnies pharmaceutiques pour obtenir davantage de vaccins. Ceci était véritablement une initiative bien accueillie et beaucoup de personnes se sont dites on peut obtenir les vaccins de Chine et de Russie via le secteur public et c'est via le ministère de la Santé qui a donné cette autorisation. Nous avons regardé, nous, en tant que consultants, nous avons donné notre homologation technique des vaccins qui allaient être achetés. Et depuis lors, les gens ont commencé à avoir le droit d'importer ces vaccins, mais n'avaient pas le droit de vendre ces vaccins aux gens. Ils avaient le droit seulement de vendre des vaccins aux grands établissements. Ces grands établissements ou secteurs allaient vacciner leur propre personnel, leurs propres gens, leurs employés et familles. Un excellent exemple, deux exemples en fait. Le premier avec la MEA, la Middle East Airlines, qui souhaitait acheter des vaccins pour 7000 personnes. On leur a dit non, on ne peut pas le faire seulement pour 7000, ça doit être pour tous les employés de l'aviation civile et également pour l'aéroport international de Beyrouth. Nous avons donc donné l'homologation pour 11 000 personnes et c'est ainsi que les vaccins de Russie ont été amenés. La deuxième initiative a été celle des universités parce que nous voulions que les universités recommencent au mois de septembre. C'est la raison pour laquelle nous avons encouragé les universités à acheter ces vaccins et via le gouvernement, un bon exemple, c'est là où je travaille. L'Université américaine de Beyrouth a réussi à acheter 40 000 doses de vaccins pour 40 000 personnes pour que ce soit donné au personnel d'enseignants, le personnel général, les étudiants, pour être vaccinés. L'initiative privée au Liban gagne de la force, mais nous ne devons pas perdre notre concentration. La plupart des vaccins du pays sont encore des vaccins donnés par le gouvernement. Le gouvernement est le contributeur le plus important de la vaccination et nous avons véritablement des bonnes relations avec le secteur privé et le secteur public. Merci, docteur. Et passons à la question numéro 2. Et je demanderai à la docteure Bamford quels étaient les défis auxquels vous avez eu à faire face lors de la distribution du vaccin COVID-19 et comment avez-vous fait pour résoudre ces défis?
Oui, merci. Je vais vous mentionner deux obstacles qui ont été difficiles à résoudre. Je ne suis pas sûr que l'on ait réussi à résoudre ces problèmes. Le premier est la coordination avec le secteur privé. Pour mettre les choses en contexte, les choses qui se présentaient ici, c'est que le secteur privé en Afrique du Sud est assez diversifié et il n'y a pas toujours les mêmes points d'intérêt pour eux. Il y a une concurrence entre les différents euh, segments ou types de centres au sein du secteur privé. En Afrique du Sud, le secteur privé a organisé un mécanisme de coordination qui s'appelle Business pour l'Afrique du Sud, l'entreprise pour l'Afrique du Sud. Nous avons travaillé de manière coordonnée avec eux, mais parfois, il est difficile de faire les choses de par le fait que, comme je l'ai mentionné, il y a parfois une façon différente de voir les choses et d'une certaine façon, il faut que l'on navigue autour de ces intérêts confrontés du secteur privé. L'autre défi ou obstacle est en rapport avec l'assurance, que l'équilibre correct existe entre la demande pour les vaccins, la disponibilité des vaccins et la capacité de distribuer ces vaccins. Donc, avec le secteur public, nous pouvons gérer ceci de manière un peu plus facile, mais au sein du secteur privé, la capacité à distribuer n'est pas la même dans tout le pays. Il y a donc des inquiétudes avec la surcapacité dans certaines parties du pays avec le secteur privé et sous-capacité dans d'autres parties de notre pays. La distribution du secteur privé est en ligne avec la distribution de la population assurée. Et en particulier, quand on regarde le secteur privé qui nous assiste avec la vaccination de la population qui n'est pas assurée, qui n'est pas protégée par l'assurance maladie. Il y a un manque d'aliments géographiques où la population se trouve et l'empreinte du secteur privé. Et je pense que il faut admettre que ce sont deux obstacles. En termes de gestion, comme je l'ai dit, il y a une structure de coordination pour le secteur privé et nous essayons d'encourager le secteur privé pour qu'il se coordonne lui-même autant que possible. En termes de capacité, nous allons regarder cela de près et comme je l'ai mentionné, l'Afrique du Sud les vaccins ont été obtenus par le gouvernement et le gouvernement est responsable à l'heure de la distribution ou de déterminer qui reçoit ces vaccins. Il y a donc un peu d'effet de levier là pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre correct entre la demande et la disponibilité et la capacité d'administrer ces vaccins. Je vais en rester là. Merci. Merci, Dr. Banford. Docteur, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont certains défis que vous avez eus au Liban et comment vous avez géré ces défis? Est-ce que vous pourriez parler moins vite parce que nous avons de l'interprétariat et il est donc parfois difficile pour nos interprètes de vous suivre si vous allez trop vite? Oui, les défis sont assez similaires dans tous les pays. C'est la disponibilité du vaccin. Et beaucoup de gens ont cru que passer par le privé et en ce sens, les choses deviennent politiques et
Ici, il y a une politisation avec cette pandémie. Alors, pourquoi est-ce que l'on ne permet pas que les gens puissent avoir davantage de vaccins via le secteur privé lorsque le gouvernement a décidé de donner 32 permis homologation pour l'importation de ces vaccins? La plupart de ces personnes n'ont pas pu être vaccinées. Donc, tout d'abord, la demande est plus élevée que l'offre, ce qui est le cas dans le monde en général, spécialement dans les pays qui produisent des vaccins, ont des problèmes à leur propre niveau national pour redonner ces vaccins. Le deuxième défi que je voudrais mentionner et qui a été difficile à gérer, c'est la discrimination entre les personnes qui ont et les personnes qui n'ont pas. Par exemple, euh, moi-même, et mes confrères, nous avons accepté de faire ce travail parce que nous avons 5 choses à dire. Tout d'abord, tout le monde sur le Liban devrait recevoir un vaccin, indépendamment de leurs caractéristiques. Le vaccin devrait être gratuit, la qualité du vaccin devrait être impeccable et et selon le choix des personnes d'être vaccinées ou pas est un choix personnel et à respecter. C'est pour cela que lorsque la question se pose, si vous n'êtes pas dans le secteur privé, vous avez peut-être du levier pour les personnes qui peuvent acheter le vaccin par rapport à ceux qui n'ont pas d'argent. Et pour aller au-delà de ce problème, nous avons décidé que le secteur privé peut être travaillé de manière sectorielle, ce qui veut dire que euh, la Chambre de commerce et d'industrie voulait avoir des vaccins. On leur a dit, vous pouvez, si vous donnez le vaccin à tout votre personnel administratif et pour leur famille immédiate. Et avec ceci, nous avons une demande de contribuer au secteur, mais aussi de donner une contribution au gouvernement pour que le gouvernement puisse utiliser cette contribution pour donner un accès plus rapide aux vaccins dans des sections où probablement il n'y a pas de possibilité. Donc au Liban, nous avons un pays avec le plus haut niveau de population de réfugiés dans le monde. Officiellement, nous avons plus de 1,5 million de réfugiés pour un pays qui a 6 millions d'habitants au total, ce qui veut dire que plus d'un tiers de la population, autour d'un tiers de la population, est une population de réfugiés. Donc, comment atteindre cette population de réfugiés, principalement les Syriens qui ont également des problèmes de sécurité ou politiques et les Palestiniens, à part ce qu'on appelle la force ouvrière, a été un gros défi. Quand on a parlé avec le secteur privé, on leur a dit il faut voir ce qu'il se passe avec la communauté palestinienne. On a donc une joint venture avec la communauté palestinienne et le gouvernement. On leur a dit qu'on allait leur donner une attention comme s'ils étaient libanais, mais pour que ceci soit possible, on avait besoin de leur aide et leur participation. Lorsque les vaccins sont disponibles, l'obstacle que nous avons, c'est que ces communautés n'étaient pas disposées à réduire leur plateforme nationale. Et par exemple, au Liban, nous avons 1,5 million de plateformes en dehors des 5 millions qui sont enregistrées ou inscrits. Et les Syriens, les Palestiniens, dans certaines parties du Liban, n'étaient pas inscrits. Donc, comment pouvons-nous faire en sorte que ces vaccins les atteignent? Il a donc été nécessaire de demander l'aide du secteur privé pour que ce groupe de population soit renseigné de manière à ce qu'il n'y ait pas de discrimination ou plutôt de différence, plus que de la discrimination, une différence entre l'État légitime dans le pays et le droit au vaccin. Nous ne sommes pas une agence d'immigration ou de contrôle des étrangers, nous représentons simplement le gouvernement national de manière à ce que les vaccins soient distribués à tout le monde sur le sol du Liban, que vous soyez ici légitimement ou pas. C'était véritablement
un obstacle majeur à l'heure de faire en sorte que le secteur privé, via les universités, communique pour les organisations et le gouvernement qui représentent les composantes locales ou internationales. Merci, Dr. Berzy, pour cette information. C'est très intéressant. À cause du temps, j'aimerais passer directement à la question numéro 3. Je vais demander à la docteure Banford quels sont les enseignements à retenir pour que notre audience et notre public considèrent. Eh bien, je crois que notre leçon retenue numéro 1 est en rapport avec l'importance d'avoir un système d'information unique. La distribution du vaccin COVID-19 a amené le développement d'un système numérique qui a été utilisé par le secteur privé et le secteur public. Et bien sûr, il est encore tôt et on ne peut pas crier victoire encore, mais je crois que le succès que nous avons eu jusqu'à présent était un rapport à la coordination du secteur privé avec le secteur public, et ceci est dû au fait que les vaccins sont acquis par le gouvernement, et ensuite parce qu'on a un système d'information unique auquel tous les sites doivent être inscrits s'ils veulent participer dans la distribution du vaccin. Merci, Dr. Banford. Je vois très bien comment un système d'information homogène et unique serait utile. Docteur, quelle est votre opinion sur une leçon à retenir dans le cas du Liban? Eh bien, écoutez, je suis d'accord avec ma confrère d'Afrique du Sud. Système unifié, nous sommes un pays sans système statistique pour des tas de raisons. L'unification du système d'information serait très utile. Et je crois que l'autre leçon à retenir dans ces temps difficiles, c'est une question de solidarité entre le secteur privé qui représente la communauté et le secteur public qui devrait également représenter les communautés. C'est très important parce que dans des temps difficiles, donner la combinaison et travailler ensemble pour que les gens puissent recevoir les bénéfices d'une aide est très importante parce que la pandémie n'est pas seulement une question médicale, c'est une question sociale, culturelle, c'est une question quotidienne. Et c'est une manière de pouvoir unifier un pays qui a déjà souffert de différentes crises. Nous devons avoir tout le monde sur le même pied pour travailler dans la lutte contre cette maladie. Et le partenariat entre le secteur privé et public a donné aux citoyens et aux individus et à la population en général au Liban davantage de confiance pour le secteur public, parce qu'un pays qui est miné par la corruption, lorsque vous avez une réponse de ce genre, le secteur public va être mieux vu, mieux compris pour le public, par le public, et va ramener la confiance dans le secteur public. Merci, Dr. Garcia. Je voudrais remercier les deux panélistes, Dr. Bafford et Dr. Bazi. Si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quoi maintenant? Diapositive suivante. Alors, tous nos webinaires et nos conversations sont disponibles via notre plateforme TechNet. Ceci est disponible en Telegram anglais-français et tous nos webinaires peuvent être retrouvés sur notre site Technique 21. Alors, il nous reste encore 2 séances. La première est pour le 1er juin, qui est sur le suivi et l'évaluation de l'introduction du vaccin COVID-19. Et nous avons ensuite le 15 juin, leadership adaptif pour l'introduction du vaccin COVID-19.
Eh bien, sur ce, je voudrais vous remercier. Il nous reste quelques minutes, mais je voudrais simplement jeter un coup d'œil sur les questions que notre public nous a fait parvenir et je vais demander à la docteure Banford de répondre à cette première question qui est en rapport avec la manière dont vous avez choisi les organisations du secteur privé pour faire partie de la distribution du vaccin. Comment est-ce que vous avez donné certaines doses à certaines cliniques ou certains centres? Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons un partenariat avec le secteur privé et autant que possible, nous avons demandé que le secteur privé se coordonne soi-même avec un processus d'identification de centres de santé dans le pays et chacun de ces centres a dû faire en sorte qu'il soit inscrit sur notre système et qu'il y avait des garanties en rapport avec la qualité, par exemple, la possibilité de vacciner de manière sûre. Et ensuite, il y a des, qu'il y avait des personnes qui pouvaient vacciner avec le EVDS. Actuellement, nous avons une série de centres de santé qui ont leur propre personnel et qui ont aidé dans la vaccination du personnel soignant du secteur public. Nous avons également les pharmacies et jusqu'à un certain point, les organisations médicales qui ont préparé des sites et qui vont vacciner dans le secteur privé. Les attentes sont que, alors que nous mettons le programme en route, davantage de centres et de professionnels vont vouloir participer. Ça peut être difficile parce qu'on ne peut pas avoir trop de personnes et trop de centres parce que il y a un besoin d'avoir des pratiques compétitives. Il est difficile pour nous de limiter le nombre de centres qui participent. C'est un des défis que nous avons, comme je l'ai indiqué, à l'heure de faire en sorte qu'il y ait une équiparation de la demande avec la capacité. J'espère que ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. La question suivante pour Dr. Bussy. Quel est le mécanisme pour renseigner les EFI, c'est-à-dire les effets adverses après l'immunisation de centres de vaccination privés dans les cliniques? Merci. Ici, au Liban, nous avons à peu près 33, 25, 65 centres d'immunisation. La majorité sont privés parce qu'ils appartiennent aux universités privées, mais travaillant pour le secteur public. Il n'y a donc pas de mécanisme de renseignement ou de rapport. Ils doivent cependant dire qu'ils ont reçu les instructions, les quantités et les mêmes protections de vaccination et euh, de, de produits une fois qu'ils sont utilisés. Et il y a donc un plan de vaccination nationale de COVID qui est soutenu par les universités du Liban et qui vient du gouvernement. Tous ces événements contraires dans tous les centres de vaccination sont sans doute renseignés à ce groupe de pharmacovigilance via la plateforme par laquelle on s'inscrit pour avoir le vaccin ou pour un rapport direct au centre de vaccination.
et cette information est collectée par le centre de vaccination. Il faut donc faire en sorte que les centres de vaccination qui font partie par des institutions publiques ou privées, quand elles commencent, il y a seulement un parapluie qui est celui de l'autorité nationale. Docteur Banford, est-ce que je peux vous poser la même question? Parce qu'il semblerait que dans votre système, tout le secteur privé donne déjà des vaccins publics. Est-ce que c'est bien le cas, docteur Banford? Eh bien, notre système semble être assez similaire. Le nôtre est celui du Liban. Ceci veut dire que les incidents après une immunisation doivent être renseignés sur un système unique, une plateforme unique. Il y a deux problèmes, bien sûr. Où a été vaccinée la personne, numéro un, et numéro deux, comment la personne gère l'événement adverse. Donc, ils peuvent peut-être revenir au centre où il a été vacciné ou à un autre centre ou pas du tout. Il y a donc une série de canaux où nous mettons en place ce qui s'appelle l'application de sécurité, où on peut renseigner les événements adverses. Ça peut être fait par des individus, mais également par le personnel soignant. Nous avons un centre d'appel où le public peut renseigner des événements adverses avec l'application MidSafety. C'est finalement la voie commune, mais comme je l'indiquais, l'information peut être introduite par les individus, par le personnel soignant qui travaille dans un centre public ou privé, et bien sûr avec nos agences. Cette information ensuite devient une base pour le programme de pharmacovigilance qui est mené de manière conjointe par le département de la santé avec nos régulateurs. Merci, docteur. Dans le sens du temps, je voudrais, notamment du temps, j'aimerais vous remercier, chers panélistes. Je vais clôturer cette séance. Je sais qu'il y a encore des questions en suspens qui n'ont pas été répondues. Nous allons le faire par écrit sur et via TechNet et nos panélistes et spécialistes vous donneront une réponse. Sur ce, je remercie tout le monde et on se retrouvera, je l'espère, le 1er juin. Merci beaucoup. Eh bien, merci, au revoir. Au revoir tout le monde.